bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Mercredis de l'Espoir. Alors, le sujet d'aujourd'hui, nous allons le découvrir ensemble. C'est donc le 5e épisode de Quelle 6e République? Donc, Quelle 6e République est proposée par l'initiative Une Perspective, la 6e République. Vous savez qu'une perspective, la 6e République, se caractérise justement par une vraie proposition de constitution, donc pour donner corps et pour concrétiser ce que pourrait être une autre constitution. Donc, à partir de là, il y aura proposition, si notre candidat était élu, il y aura proposition de cette constitution par référendum, en concurrence avec une autre méthode qui serait de désigner une assemblée constituante. Toutefois, donc, pour donner corps à ce projet, et pas qu'il soit, je dirais, dans le vide et un petit peu dans l'absolu, une constitution est proposée avec un certain nombre d'éléments qui donnent un petit peu la direction dans laquelle on pourra aller et qui, disons-le un peu clairement, donne quand même une certaine crédibilité, puisque si on repartait dans une démarche constituante, on ne sait pas combien de temps ça durerait, qu'est-ce qu'on ferait dans l'intervalle, quelles seraient les réactions des oligarques. Donc, avoir une constitution avec déjà des choses posées, ça crédibilise et ça rend en fait la proposition opérationnelle. Voilà donc pourquoi on propose donc une constitution. Aujourd'hui, le 5e épisode de la présentation de la constitution proposée par Une Perspective, la 6e République. 5e épisode consacré à la Chambre constitutionnelle. Vous pouvez visionner évidemment les épisodes précédents. Ces épisodes précédents sont disponibles sur le site 1p6r.org, sur la page Facebook et le groupe Facebook bien évidemment, mais également sur la chaîne YouTube de Une Perspective, la 6e République. Alors, la Chambre constitutionnelle, c'est le sujet du jour. Toutefois, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je vais vous donner des nouvelles du manifeste fondateur, donc, qui est le premier volet d'un manifeste en 5 parties, mais ça, c'est le manifeste de base qui présente en définitive toute la démarche d'une perspective, la 6e République. Donc ce manifeste s'appelle Émergence. Et donc, voilà, le titre, c'est Émergence, réorienter la démocratie pour échapper à la barbarie, puisque c'est vraiment ce qui nous guette et que l'on voit sans cesse se développer autour de nous, malheureusement. Mais, pas proposer quelque chose qui fait un retour en arrière, donc quelque chose de, par définition, réactionnaire, c'est la définition première de réactionnaire, de vouloir revenir en arrière. Bien non, la perspective proposée par cette 6e République, c'est justement d'ouvrir un avenir bonifié et donc d'ouvrir une nouvelle perspective. Et une nouvelle perspective, une nouvelle civilisation en définitive. Et c'est le moyen d'aller vers ça que propose cette émergence. C'est l'émergence d'une nouvelle civilisation, d'une refondation, d'un nouveau départ, puisque la civilisation judéo-chrétienne est à bout de souffle et est décadente, mais sur des principes complètement renouvelés, des principes philosophiques renouvelés et des principes organisationnels renouvelés également, et nous allons en voir un ce soir. Donc le manifeste Émergence, eh bien, il va être édité vraiment dans les prochains jours. Là, j'ai reçu des informations de l'éditeur comme quoi c'était sous presse et c'était en fait en cours d'envoi. Donc voilà. L'idée, évidemment, c'est que ça soit destiné à un large public, puisque, vous pouvez le constater, dans ces Mercredis de l'Espoir ou dans les Chroniques des Barbaries, parfois, c'est un
j'essaye de faire que ça soit simple et le plus compréhensible possible, mais c'est parfois un peu ardu, on fait référence à des philosophes, à des choses comme ça, parfois à des choses un peu complexes. Donc, il est bien évident que ce n'est pas forcément à la portée de tout un chacun. Hein. Ça, j'en suis bien conscient. Donc, l'idée, justement, du manifeste Émergence, c'est que tout public, sans aucune connaissance préalable, puisse rentrer dans l'initiative, comprendre, je dirais, toute la stratégie qu'il y a derrière et tout ce que ça veut dire et pourquoi c'est une perspective intéressante et qui peut réussir réellement. Et pourquoi elle peut réussir. Tout est expliqué dans le manifeste. Bon, il y aura des mercredis de l'espoir consacrés certainement à ce manifeste. L'idée, évidemment, qu'il soit diffusé très largement. Et c'est pour ça que vous serez évidemment sollicité pour ça. L'idée, là, sur cette première édition, c'est une distribution donc virale, hein, donc diffusée autour de vous, de vos amis, de vos relations, dans les lieux d'échange de livres, hein, des boîtes à livres typiquement. Hein, donc le prix de lancement de cette première édition, qui est très limité en quantité, hein, c'est 3 €. Et évidemment, il y aura une campagne de distribution, une campagne de promotion de ce livre qui sera organisée. Voilà, donc c'est vraiment dans les quelques jours qui viennent que ce livre sera disponible. Donc vous pouvez le commander directement en envoyant un mail à l'adresse mail d'une perspective la 6e République. Voilà pour cette première partie. Alors, maintenant le cœur du sujet de ce soir, la Chambre constitutionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la Chambre constitutionnelle? Autant la dernière fois, nous avons parlé du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Bon, il y a quelques modifications par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Hein, c'est clair, il y a des modifications substantielles. Toutefois, bon, le principe général de fonctionnement, il y a beaucoup de choses qui sont héritées des républiques antérieures. Pour le coup, la Chambre constitutionnelle, elle, est complètement nouvelle et n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est une Chambre qui est créée. Et pourquoi est-elle créée? C'est elle a 2 rôles essentiels. C'est garantir la Constitution, garantir donc que les politiques qui sont menées sont conformes à ce qui est institué dans la Constitution, et que le fonctionnement général du pays est conforme à cette Constitution, et donc contrôler l'exécutif dans ce but. Voilà, c'est une chambre dont le rôle essentiel est en définitive de contrôle. Alors, donc c'est une nouvelle chambre, mais comme on a supprimé le Sénat dans la chambre, puisqu'on est un système monocaméral, hein, en termes de régime parlementaire, c'est l'Assemblée nationale qui est décisionnaire, et elle seule, et c'est pas avec des navettes comme au Sénat où ils peuvent porter des amendements. Là, c'est l'Assemblée nationale qui est décisionnaire. Toutefois, comme il n'y a plus le Sénat, eh bien, la Chambre constitutionnelle peut hériter justement de l'immobilier, du mobilier qui était dédié à l'actuel Sénat. Donc, elle est créée, elle est composée de 300 membres. Le but principal de cette Chambre, c'est de séparer les pouvoirs, c'est d'avoir une réelle séparation des pouvoirs, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Par exemple, si on prend le ministère de la Justice, c'est le cas le plus emblématique, je dirais, eh bien, on sait bien que le ministère de la Justice dépend du gouvernement et que c'est une anomalie, puisqu'on ne peut pas se contrôler soi-même. Hein. Ça n'a pas de sens, c'est comme l'inspection générale des services ou des choses comme ça. Voilà, c'est forcément deux entités, 2 organisations différentes. Celle qui fait et celle qui contrôle ce qui est fait, c'est forcément 2 organisations différentes. Tout dans l'industrie, dans tous les domaines, vous avez cette séparation entre ceux qui font et ceux qui contrôlent. Il n'y a que dans notre régime politique où c'est pas comme ça. Eh bien, avec la Chambre constitutionnelle, c'est désormais le cas. Alors,
et donc une réelle séparation des pouvoirs. Donc, ce qui veut dire que cette Chambre n'exerce évidemment aucune fonction active, donc pas d'action, en termes gouvernemental ou législatif. Hein. Donc, et également, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, il y a également séparation de la police administrative et de la police judiciaire, puisque tout ce qui relève de la justice va échoir à cette Chambre constitutionnelle, mais la police administrative, elle, restera dans le giron gouvernemental. Voilà également une séparation des deux types de police. Alors, parce que justement, le contrôle, pour séparer le contrôle et l'action. La police administrative, c'est l'action. La police judiciaire, on est déjà dans le contrôle. Et dans le respect des normes que nous nous sommes fixées. Donc, la Chambre constitutionnelle a un pouvoir de contrôle dans tous les domaines. Donc, pour cela, elle dispose justement des prérogatives de contrôle nécessaires. Donc, elle remplit en définitive les fonctions qui sont actuellement dévolues, en particulier au Conseil constitutionnel, mais également en partie au Conseil d'État, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et à tous ces conseils, je dirais, qui gravitent autour du gouvernement. Ça ne veut pas dire que le gouvernement ne peut pas s'entourer d'experts dans certains domaines, mais du coup, ça va être une séparation des pouvoirs, et tout ce qui sont les pouvoirs justement de contrôle du bon fonctionnement de nos institutions, et des intérêts de long terme, hein, comme c'est dévolu à la Chambre constitutionnelle, eh bien c'est la Chambre constitutionnelle qui en a la prérogative. Pour ce faire, il faut évidemment qu'elle dispose des moyens nécessaires. Puisque si vous ne contrôlez et que c'est juste pour dire, ah bah, comme la Cour des comptes, aujourd'hui elle contrôle, hein, la Cour des comptes elle est par exemple sous la coupe évidemment de la Chambre constitutionnelle, mais elle émet juste un rapport et puis tout le monde s'assoit dessus si vous voulez. Donc il faut qu'elle dispose des moyens propres et nécessaires, et donc des moyens de coercition nécessaires, sinon ça n'a aucun sens. Et en définitive, elle dirige toutes les institutions d'intérêt général de long terme, c'est-à-dire que celles qui s'inscrivent dans la durée, qui ne dépendent pas d'une politique gouvernementale. On a bien vu tout à l'heure sur l'audiovisuel, par exemple, ou sur la justice, etc. Eh bien, tout ce qui est institution d'intérêt général de long terme est dévolu à la Chambre constitutionnelle, puisque c'est au-delà de l'action gouvernementale, de l'action législative, je dirais, au quotidien. Donc on a bien une dichotomie, hein, une différence entre, là, ici, les intérêts à long terme et le gouvernement, la gestion du pays hein, au quotidien. Ce qui fait donc qu'il y a un certain nombre de prérogatives et d'administrations qui tombent sous la juridiction de la Chambre constitutionnelle, qui ne sont plus, hein, on l'a vu dans le gouvernement, il y a un certain nombre d'administrations qui sortaient de son giron et qui, pour passer justement dans le giron de la Chambre constitutionnelle. Ce sont toutes les institutions d'intérêt général de long terme. La justice, ça change pas les choses qui ne changent pas toutes les 2 minutes. La justice, mais tout ce qui est politique de communication, des médias par exemple, ça ne dépend pas du gouvernement. Ça doit s'inscrire dans la durée. L'équité de traitement dans les médias, par exemple, eh bien, il est évident, il est très important justement que ça échoue à une institution comme ça, de long terme, plutôt que d'être sous l'influence gouvernementale, et donc des lobbies. La comptabilité publique, hein, il faut bien faire la différence entre le ministère de l'économie et du budget, qui va justement faire administrer le pays, faire des choix politiques d'orientation générale, mais la comptabilité publique, tenir les livres de compte, tenir la trésorerie des collectivités locales et de la nation. Eh bien ça on est dans un travail purement technique, eh bien, qui n'a pas lieu d'être et d'être regroupé. C'est d'ailleurs ce qui a été fait récemment, hein, avec la disparition des trésors publics. Hein. Eh bien, justement, c'était des organes de la comptabilité publique. Donc,
faut rétablir ça, puisque faire la comptabilité, c'est contrôler que les comptes sont justes et qu'ils ne sont pas faussés. Donc ça, c'est une chose. Et d'autre part, eh bien, dire on va dépenser de l'argent à tel niveau ou dans tel endroit, ou à tel pour investir ou pour faire une relance de l'économie ou je ne sais quoi, eh bien ça, c'est l'action gouvernementale, c'est autre chose. D'accord ? Les comptes, c'est une chose, les choix économiques, c'en est une autre. Mais tout cela ne veut rien dire si évidemment il n'y a pas les moyens nécessaires, et les moyens nécessaires en dernière analyse, c'est la force. Et c'est pour ça qu'il y a également la gendarmerie qui est détachée, qui est déjà détachée aujourd'hui, mais qui est réellement détachée dans cette organisation du pouvoir gouvernemental pour être rattachée à la Chambre constitutionnelle, pour que la Chambre constitutionnelle ait les moyens, y compris physiques, de mettre en œuvre et de procéder à l'exécution de ces décisions, en particulier des décisions de justice, qui sont dans son giron. C'est bien pour ça que la police judiciaire, donc qui relève vraiment de la justice pénale, eh bien, soit rattachée à la Chambre constitutionnelle. C'est toute une cohérence de mettre tout cela ensemble, pour que le contrôle soit effectif. C'est ça en définitive. Si c'est un contrôle, comme je disais tout à l'heure, comme la Cour des comptes qui émet juste un rapport et que tout le monde s'assoit dessus, ou que des commissions d'enquête, ou je ne sais quoi, non. Là, on a la justice et les moyens de mettre en œuvre les décisions de justice. Donc, notamment dans ce cadre-là, la gendarmerie, donc sous la coupe de la Chambre constitutionnelle, assure la sécurité des institutions. C'est elle qui va assurer les gardes, etc., tant du Parlement, du gouvernement, etc. D'accord ? Ce n'est pas le gouvernement qui s'auto-protège. C'est une autre organisation, toujours de l'État, mais une autre branche de l'État qui assure la sécurité des institutions de la République. Ce qui met le gouvernement sous... on voit bien que là, il est bien sous contrôle. Hein. Mais c'est ce qu'on veut. Je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est ce qui ressort dans les discussions. On veut des gouvernements. D'avoir des représentants, c'est un mal nécessaire dans une démocratie. On ne peut pas... La démocratie directe, j'ai déjà démontré dans une autre vidéo, c'est juste absolument impossible. Et il y a plein de raisons pour ça. Hein. Ce n'est pas juste une raison. Hein. Il y a vraiment beaucoup de raisons pour ça. Donc, à partir de là, il faut mettre en place... À partir du moment où on ne peut pas dépasser le cadre d'une démocratie représentative, eh bien, il faut se donner les moyens que cette représentation soit bien contrôlée et agisse en fonction des intérêts de la nation, des intérêts du peuple, et ne soit pas laissée eh bien, à ses libres dérives, comme on peut en constater tant aujourd'hui que dans le passé. Alors, comme je disais, la gendarmerie exerce l'essentiel de la police judiciaire, donc elle échoue à ça, donc parfois avec un lien fonctionnel avec d'autres fonctionnaires qui seraient dans d'autres directions. Alors, comment est composée cette Chambre constitutionnelle ? On voit bien qu'elle joue un rôle important, elle joue un rôle de contrôle très important, donc sa composition, comme elle est là pour contrôler nos représentants, et que ce sont eux-mêmes des représentants, il faut que sa composition soit le plus possible à l'image du peuple et à l'image des opinions qui existent dans le peuple. Donc c'est vraiment une chambre vraiment de représentation de tout le peuple. Mais c'est aussi une chambre qui doit s'inscrire dans la durée, on l'a bien vu, on est dans le long terme, et donc et qui doit être stable. Donc le mandat est long, c'est un mandat de 9 ans, on voit déjà hein, qu'il y a des raisons à ça, et renouvelé par moitié justement pour avoir une certaine continuité et pas avoir de rupture justement tout un seul coup. Si on avait un renouvellement brutal et conséquent de la Chambre, eh ben, il y a toujours une période d'apprentissage, et dans ce contrôle c'est quand même important d'avoir une continuité et d'avoir un suivi des dossiers. Donc, mandat long et renouvelé par moitié. Alors, comment est-elle composée ? 50%, la moitié de cette chambre, ce sont directement des citoyens qui sont tirés au sort sur les listes électorales. Ce qui
assure la présence directe des citoyens du peuple. Donc 150 sur les 300 membres de la Chambre constitutionnelle, 150 députés de la Chambre constitutionnelle qui sont tirés au sort, ce qui donc assure une représentation directe des citoyens dans les institutions, avec évidemment tiré sur les listes électorales, donc il n'y a pas de besoin de s'inscrire, etc., de super citoyens ou de choses comme ça. C'est les listes électorales, donc c'est tout citoyen qui est inscrit sur les listes électorales. Avec évidemment une possibilité de refus si la personne ne souhaite pas s'investir. Évidemment, c'est pas la peine de forcer quelqu'un qui ne fera rien et qui n'est pas un minimum volontaire pour le faire. Mais il est désigné, après cela, il peut refuser ou pas. Et pour les 50 autres %, par les partis politiques. Donc là, parce qu'il faut représenter tous les citoyens, mais il faut aussi représenter toutes les opinions, tous les courants d'opinion, et avec un simple tirage au sort, on n'y parviendrait sans doute pas, puisque les gens qui seraient tirés au sort ne seraient pas forcément les plus à même de défendre les opinions qui existent et les courants d'idées qui existent dans le pays. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi que les partis politiques aient leur place, puisque c'est eux qui font vivre la vie politique, quand même pour l'essentiel. Et du coup, tous les partis politiques, là, pourraient être représentés, puisque l'élection sera à la proportionnelle intégrale. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas une chambre qui fait du gouvernement. On n'a pas donc à avoir besoin de dégager une majorité de gouvernement, comme c'est le cas pour l'Assemblée nationale, avec le mécanisme qu'on a vu pour forcer éventuellement le fait qu'une majorité se dégage. Ici, on n'a pas besoin de ça. On est dans le contrôle. Dans le contrôle, c'est pas gênant d'avoir la proportionnelle intégrale. Ça permet même d'assurer la représentation de toutes les tendances, y compris les plus petites. Bon, peut-être pas celles qui sont en dessous de 1%, sans doute pas, mais si vous avez déjà 1% ou 2%, eh bien vous êtes sûr d'avoir des représentants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nulle part. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se retrouvent, et puis même des gros partis, qui se retrouvent, je pense au Rassemblement national par exemple, qui a beaucoup de voix et qui a très peu d'élus. Ben là, il aurait forcément des élus, des plus grands aux plus petits. Donc ça assure, c'est ça la démocratie, ça assure la représentation dans les institutions de la République, là en l'occurrence dans l'institution de contrôle, eh bien, de toute la population. Et ça, c'est quand même particulièrement intéressant. La façon dont ça serait organisé pour les partis politiques, c'est sur présentation d'une liste ordonnée, donc avec des têtes de liste, etc., évidemment, qui sont les premiers élus, avec alternance des deux sexes sur la liste, et présélection des candidats sur la probité, c'est-à-dire qu'ils pourraient être retoqués si la probité de certains candidats ne serait pas exemplaire. Hein. Bon, on peut penser que par exemple les époux Balkany auraient peut-être quelques difficultés à se présenter à cette chambre. Alors, quelles sont les conditions justement pour pouvoir se présenter? Un casier judiciaire vierge, un test, donc un test sur les connaissances et sur la probité, et un engagement solennel de probité de chaque député, un serment sur l'honneur. Chaque député subira une formation aux principes constitutionnels et au droit, une formation qu'on peut imaginer de l'ordre de 6 mois quand même. Hein. Surtout pour les citoyens tirés au sort, c'est assez important, puisqu'ils peuvent être complètement béotiens dans ces domaines, eh bien qu'ils soient justement formés aux principes constitutionnels et au droit, mais de façon importante. Donc une formation de 6 mois à mon avis, n'est certainement pas insuffisante. Et puis, pour les gens, comme là, on est dans une chambre de contrôle, il faut qu'il y ait le problème, c'est le contrôle, comment est-ce qu'on contrôle le contrôle, hein, c'est un peu difficile, puisqu'en dernier ressort, c'est toujours le peuple. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui ont été imaginées, et notamment des sanctions dissuasives et exemplaires. Pareil, premièrement, déjà, aucune immunité.
dans la chambre de contrôle, il n'y a pas d'immunité. Donc, pour être justement aussi représentatif du peuple que possible. Autant il y a une immunité pour les députés ordinaires, enfin de ceux de l'Assemblée nationale ou pour les autres élus, puisque s'il n'y a pas d'immunité, bah, à ce moment-là, on peut accuser tout le monde en permanence, et c'est aussi des moyens de pervertir la démocratie. C'est pour ça qu'il y a une immunité parlementaire. Je reviendrai peut-être un jour, c'est assez important de le savoir, parce qu'on dit pourquoi il y a l'immunité, mais l'immunité c'est très important, parce que sinon, bah, bon, on l'a vu hein, dans les élections récentes d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu d'immunité, donc ça a permis d'éliminer Strauss-Kahn, ça a permis d'éliminer Fillon. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne rendent jamais de compte, mais ça veut dire que dans le temps politique, dans le temps de la représentation, eh bien on ne biaise pas les élections par justement des arguties et des moyens de justice. La séparation de la Chambre constitutionnelle et du gouvernement est aussi une garantie de ce côté-là. Mais les députés de la Chambre constitutionnelle, eux, n'ont pas d'immunité, puisque eux, ils contrôlent déjà. Donc, il n'est pas logique qu'ils aient une immunité, justement. Puisque sinon, si on a des gens corrompus qui sont dans ce qu'ils contrôlent, eh bien là, ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle. Donc on rouvre la porte c'est la boîte de Pandore qui est de nouveau ouverte, quoi. En cas de mise en examen, eh bien, la voix du mis en examen, du député mis en examen, n'est pas perdue, hein, puisque sinon ça serait trop facile aussi. Hein, il suffirait de mettre en examen des députés, et puis à ce moment-là, ceux d'une tendance donnée ne pourraient pas s'exprimer. Donc il y a délégation possible de voix à un autre député pendant le temps de la mise en examen, qui évidemment la procédure devra être assez rapide, sinon ça n'aurait pas de sens. Un député condamné, suite à une mise en examen, ben, il est démis immédiatement et il est remplacé par le suivant sur la liste. Donc, soit sur la liste électorale tirée au sort, soit sur la liste présentée par le parti politique au moment où il y a eu l'élection. Lobbying strictement interdit et surveillé. Et l'insincérité fortement encadrée et punie. Alors là, il y a un mécanisme pas assez subtil, mais très puissant, hein, qui fait trancher par le peuple le fait d'avoir des députés insincères. Par exemple, on va voir que cette Chambre doit se prononcer sur la constitutionnalité d'une mesure, d'une loi, par exemple. Bien, on peut imaginer que si la Chambre constitutionnelle comporte des députés qui sont insincères, il pourrait dire bah, cette loi n'est pas constitutionnelle, est anticonstitutionnelle, or que c'est faux, par exemple, simplement pour empêcher que cette loi puisse passer. Donc, ça serait plus sur des arguments juridiques et factuels sur la compatibilité avec la Constitution, mais ça serait simplement en fonction de leurs opinions propres qui se seraient déterminées. Et à partir de là, on pourrait dire qu'ils sont insincères. Et donc, il y a tout un mécanisme pour justement punir avertir d'abord, et punir et révoquer, en clair, les députés constitutionnels qui seraient insincères. Mais il y a aussi un recours possible que si des députés ont été, parce qu'on peut se dire, bah oui, bah, il suffit d'attaquer un député et dire qu'il est insincère pour s'en débarrasser. Bien non, puisque dans cette situation, les députés qui auraient été insincères auraient donné lieu à un vote dans la Chambre constitutionnelle, mais ce vote pourra être remis en cause par référendum, et ce référendum démettrait tous les députés qui auraient déclaré à tort un député insincère, un ou plusieurs députés insincères. Donc c'est un peu une arme atomique, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire que si... Donc vous voyez, c'est un peu quand je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je peux te déclarer insincère, mais si tu me déclares insincère, donc du coup je suis démis de mes fonctions, mais après je peux faire intervenir par référendum, et si je fais ça, c'est tous les députés qui ont déclaré que j'étais insincère, or que le peuple a tranché que j'étais pas insincère, et là, ceux-là, ils sont tous éliminés. Vous voyez, c'est un peu... C'est de l'autocontrôle, parce qu'ils se tiennent... ils ont chacun une arme atomique quelque part dans la main,
Et c'est ce qui permet justement de mettre en place cet autocontrôle. Donc ça, c'est important pour une chambre de contrôle. Donc on doit trouver des mécanismes pour contrôler cette chambre de contrôle. Et ce mécanisme en est un. C'est peut-être un peu compliqué, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais voilà, c'est un petit peu, chacun se tient par la barbichette. Si vous voulez retenir qu'une formule, c'est ça, quoi. Alors, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, qu'est-ce qu'elle va faire, cette chambre constitutionnelle? La première des choses, c'est qu'elle va émettre des avis. Donc, quand les projets de loi vont être élaborés, ils vont passer en première lecture devant la Chambre constitutionnelle, et à cette occasion, la Chambre constitutionnelle va émettre des avis. Et à l'issue de l'adoption de la loi, également, elle va émettre un avis définitif, cette fois-ci sur la loi telle que sera votée. Les avis sont de deux types. Le premier type, c'est la constitutionnalité, c'est-à-dire on répond à la question, est-ce que cette loi est conforme à la Constitution ou pas? Et puis la deuxième, c'est la pertinence. Est-ce que cette loi est adaptée dans les circonstances actuelles? Qu'est-ce qu'en pense cette Chambre qui est censée être plus à l'image du peuple que le gouvernement pour lequel on a forcé des majorités? Donc le premier avis est évidemment très important. L'avis de constitutionnalité, c'est la conformité. Et là, donc il y a un vote à la majorité absolue qui est oui/non, est-ce que c'est conforme ou pas conforme? Et si la loi est déclarée non conforme, bien évidemment, elle ne peut pas être promulguée par le gouvernement. Et elle ne peut pas passer en force, le gouvernement, puisqu'il y a une administration séparée qui permet d'empêcher justement que ça soit promulgué au journal officiel. Donc ça, c'est le premier avis, conformité constitutionnelle. Et après, il y a des avis de pertinence. Alors là, la pertinence, il y a 3 niveaux d'avis. Avec un tiers des voix, alors c'est en fonction en fait du nombre de voix recueillies par l'avis ou la remarque faite par la Chambre constitutionnelle. Si c'est juste un tiers des voix, bah, c'est juste une remarque. Si c'est la moitié des voix, c'est une proposition, en première lecture évidemment, hein, c'est-à-dire que la Chambre constitutionnelle voit qu'il y a peut-être un problème de constitutionnalité ou que ça peut poser des problèmes à certains membres de la population française, bah, elle peut éventuellement faire une proposition à la moitié des voix. Et si en revanche, il y a les 2 tiers des voix qui sont d'accord dans la Chambre constitutionnelle pour dire quelque chose sur une loi proposée par le gouvernement, ça devient une préconisation. C'est-à-dire que la Chambre constitutionnelle dit « Ah, là, vous dites ça, mais nous, on pense qu'il vaudrait mieux faire de cette façon-là. » On est dans cette préconisation. La pertinence, ce n'est pas... le gouvernement peut passer outre. Hein, c'est juste un avis d'un échantillon très représentatif de la population française, et donc cet avis de pertinence vaut plus qu'un sondage, quoi, pour parler clairement. Et donc, mais cet avis de pertinence ne bloque pas le processus législatif. Ce qui n'est pas le cas de l'avis de constitutionnalité qui, lui, évidemment, si c'est déclaré non constitutionnel, bien là, il y a un problème. Et la loi ne peut pas être promulguée. Alors, autre pouvoir de contrôle qui échoit à la Chambre constitutionnelle, c'est le contrôle de la bonne mise en pratique des lois adoptées. C'est-à-dire que si une loi est adoptée, bah, il faut qu'elle soit suivie des faits, que le décret d'application soit publié, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'en définitive, il y a beaucoup de lois qui existent dans les pays, et en France notamment, mais le décret d'application n'est jamais promulgué. Ce qui fait qu'on a voté une loi, donc les députés ont fait un travail et on dit bah, il faudrait faire ça parce que c'est ce qu'il faudrait faire, et puis le gouvernement dit bah, moi cette loi-là ne me plaît pas et je décrète jamais qu'elle est applicable, et donc elle n'est jamais appliquée. C'est arrivé plus d'une fois. Hein. Donc là, c'est aussi un contrôle de ça, parce que si on vote une loi, c'est pour qu'elle soit appliquée, sinon ça sert à quoi? Et une autre possibilité qu'a la Chambre constitutionnelle, c'est qu'elle peut prendre l'initiative de
référendum. C'est-à-dire que de sa propre initiative, elle peut se dire, et en particulier lorsqu'un avis majeur n'a pas été pris en compte par l'exécutif ou le législatif, on peut imaginer qu'elle a émis une préconisation sur une loi et que le gouvernement est passé outre, et l'Assemblée est passée outre cette préconisation, en fonction de l'importance et de la gravité que pourrait avoir cette mesure aux yeux de la Chambre constitutionnelle, elle peut décider de déclencher un référendum, et là c'est le peuple qui tranchera sur le bien fondé ou non de la loi proposée par le gouvernement. Donc voilà, vous voyez qu'on a un mécanisme de contrôle, mais là c'est le peuple qui tranchera. Par ailleurs, sur un autre, on a parlé, il y a un mécanisme de forçage de majorité par le président de la République à l'Assemblée nationale dans l'éventualité, rare, mais qui peut cependant arriver, dans l'éventualité où on n'arrive pas à dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Je dis bien c'est rare, c'est dans moins de 20% des cas. Donc 80% des cas, l'élection législative va permettre de dégager une majorité. Mais malgré tout, aucun système n'est parfait, et dans certains cas, un forçage par le président de la République est possible. Ou une dissolution, c'est une autre possibilité pour dire on refait des élections, par exemple. Mais en cas de forçage, eh bien, il y a un accord nécessaire qui doit être donné par la Chambre constitutionnelle, justement, pour l'attribution de voix surnuméraires au président de la République. Donc elle joue aussi ce rôle très important. Donc le président de la République ne peut pas faire ce qu'il veut, en clair. Et évidemment, la Chambre constitutionnelle ne peut en aucun cas être dissoute, puisqu'elle représente le peuple, et on voit bien que les mécanismes qui sont mis en place sont là justement pour représenter, être le plus possible à l'image du peuple et des diverses courants de pensée dans la population. Alors, autre chose importante, comme c'est pareil, ce sont des intérêts de long terme et des choses qui ne dépendent pas de la gouvernance et de la politique du quotidien, eh bien, tout ce qui est processus électoral est à la charge de la Chambre constitutionnelle. Et donc, toute l'organisation des élections est sous la gouvernance de la Chambre constitutionnelle, donc qui est impartiale, justement, puisqu'elle représente tout le peuple, et que sa composition est à l'image du peuple, eh bien, c'est elle qui, et comme elle a son administration séparée, propre, eh bien, elle est en charge de mettre en place le processus électoral, donc les élections, mais également les référendums, on a vu qu'ils pouvaient en déclencher, mais également les RIC, les référendums d'initiative citoyenne, et les RII, référendums d'initiative individuelle. Alors, pour le référendum d'initiative citoyenne, donc l'organisation, puisqu'il faut quand même un minimum d'organisation pour pouvoir lancer un RIC, eh bien, c'est un peu sur le même principe que ce qu'on rencontre en Suisse ou que ce qu'on rencontre dans le référendum d'initiative partagée, mais avec un seuil et des modalités qui font que c'est impossible actuellement. Donc c'est eux qui vont recueillir les pétitions de demande d'organiser un référendum d'initiative citoyenne sur un certain périmètre. Ils ne peuvent pas s'opposer à ça, c'est juste que c'est eux qui mettent en musique s'il y a un site internet à mettre en place pour faire la pétition, etc., ou pour donner un conseil, par exemple sur la rédaction, pour que ça soit quelque chose qui soit en amont conforme avec la constitution existante, ou des choses comme ça, c'est la Chambre constitutionnelle qui est en charge d'organiser tout cela, d'organiser les campagnes et d'organiser le vote. Donc tout cela est sous son contrôle, y compris, c'est ce qui renforce aussi le fait que les médias et tout ce qui est communication est également dans son giron, puisque ça fait partie justement de la bonne répartition des médias et la bonne présentation de toutes les opinions à la population. Eh bien, c'est très important, et donc c'est pour ça que c'est un ensemble complètement cohérent qui échoit à la Chambre constitutionnelle. Elle peut, par contre là, elle est libre sur la détermination du périmètre de la consultation. Par exemple, si c'est quelque chose qui concerne quelques communes,
si c'est quelque chose qui concerne un département, plusieurs départements ou tout le pays. Donc voilà, c'est elle, là, de son propre chef, je dirais, qui va déterminer le périmètre le plus adapté à la question posée. Évidemment qu'il y a des questions, je ne sais pas, si on veut faire un référendum sur la peine de mort, par exemple, il est bien évident que c'est une question qui ne se pose qu'au niveau national. Hein, voilà. Mais si c'est pour la construction d'un pont ou quelque chose comme ça, bah, c'est plutôt peut-être au niveau de quelques communes ou du département. Mais c'est la Chambre constitutionnelle qui détermine le périmètre de consultation. Elle peut, par contre, également de sa propre initiative, ajouter une question préalable de majorité. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas influencer sur la question. La question, c'est celle qui a été proposée par les citoyens qui ont fait une pétition de dire, moi, nous, on veut voter, on veut reprenons le cas de la peine de mort, par exemple. On y a une pétition qui dit, avec 1 ou 2%, je ne sais plus, du corps électoral, qui demande à ce qu'il y ait un référendum d'organiser sur le rétablissement de la peine de mort, par exemple, eh bien, elle ne peut pas influencer cette question. La question, elle est posée, c'est la question demandée par les citoyens. Ça, elle ne peut rien faire là-dessus, elle peut donner un conseil, peut-être, pour la formulation, etc., mais c'est tout. En revanche, elle peut introduire une question préalable de majorité. C'est-à-dire de dire, bah, on va vous poser cette question-là, mais avant de vous poser cette question-là, quel est le niveau de majorité que vous voulez? Parce que sur des sujets très sensibles, le fait, par exemple, d'être à 50, 51, 49 ou des choses comme ça, peut induire vraiment, je ne veux pas dire des guerres civiles, mais ça pourrait. Si c'est sur, par exemple, des cas d'autodétermination, on le voit bien en Catalogne, en Espagne, où est-ce qu'il y a des référendums qui sont organisés, et si vous avez 51-49, et que, par exemple, 51, c'est pour que la Catalogne s'en aille, les 49%, ils sont très importants. Vous êtes quasiment certain que vous pouvez arriver à des situations de déclenchement de guerre civile dans ce cas-là. Et donc, le fait de mettre en place une question préalable de majorité, de dire, bah, par exemple, pour ces questions sensibles, comme ça, eh bien, est-ce que vous voulez une majorité simple de 50%, une majorité qualifiée de 55%, par exemple? Ou là, bah, si on dépasse 55%, bon, bah là, il y a une majorité claire. Donc, elle peut introduire ce genre de questions préalables. C'est tout ce qu'elle peut faire sur les RIC. Et puis, elle évalue également les impacts constitutionnels d'un référendum. Par exemple, s'il y a un référendum ou une loi qui est retoquée par référendum, et que ça rentre en conflit avec d'autres lois ou avec d'autres aspects de la Constitution, bah, elle est en charge d'évaluer les impacts et de mettre en place bah, les modalités et éventuellement d'autres référendums pour résoudre l'incohérence éventuelle. Ça, c'était pour le référendum d'initiative citoyenne, donc déclenché par, disons, 2% du corps électoral, par exemple. Hein. Donc, ce qui représente, moi j'avais fait un petit calcul, ça représente 1 million de personnes hein, sur la France. Donc c'est, par exemple, sur ADP, bah, le million il a été atteint, eh bien, ça aurait déclenché un RIC. Le référendum d'initiative individuelle est différent. Cette idée vient de la notion d'individu citoyen hein, que j'ai présenté l'autre jour et qui est issue justement des besoins du corps et de l'âme, et de montrer qu'il faut réconcilier en fait le citoyen, c'est-à-dire l'homme dans la collectivité, avec l'individu, l'homme en tant que tel. Hein. Et donc cesser de les opposer, comme c'est le cas aujourd'hui, on ne met en avant que l'individu et plus du tout l'homme dans la collectivité, ou bah, dans les sociétés communistes c'était un peu ça, c'était que la collectivité et il n'y avait plus l'individu. Voilà. Il faut que les deux, c'est la même personne au fond, hein. Donc et pour être épanoui, je pense que c'est vraiment important d'être à la fois bien personnellement et bien dans la collectivité. Et donc c'est pour une des traductions de ça, c'est justement la distinction entre le RIC et le RII, référendum d'initiative individuelle, parce que
même si on est un seul individu, eh bien on peut avoir une idée particulièrement intéressante, et puis on n'a pas les moyens de faire signer 2% du corps électoral, et pour autant, c'est peut-être une idée intéressante et qui pourrait faire avancer la société. D'où le référendum d'initiative individuelle. Mais du coup, comme là, on n'a pas la validation, la prévalidation, je dirais, de la pertinence de la question par 2% du corps électoral, il faut bien trouver un autre mécanisme. Donc là, c'est la Chambre constitutionnelle qui directement analyse et valide les propositions faites à titre individuel par tout individu. Donc ça veut dire que tout individu va pouvoir proposer un référendum. C'est ça que ça veut dire, le référendum d'initiative individuelle. Et je connais plein de gens que cette mesure vont la trouver très intéressante, puisque justement, ils vont pouvoir participer et dire moi j'ai proposé quelque chose. Après, évidemment, on ne peut pas poser l'ordre de grandeur. Hein. Faut voir, ça va être à peu près 50 000 propositions par an. Hein. C'est à peu près l'estimation qu'on peut faire de ça. Pour un pays comme la France, c'est 50 000 propositions de référendum d'initiative individuelle. Bien évident qu'on ne va pas voter 50 000 fois. On ne va pas organiser 50 000 référendums. Donc la Chambre constitutionnelle est en charge d'examiner et d'analyser les propositions qui lui ont été faites et de dire, donc avec une commission dédiée à ce travail, pour justement analyser, valider, peut-être consolider, s'il y a différentes propositions de différentes personnes qui sont très proches, pour organiser des référendums issus d'un individu. Voilà une des autres prérogatives de la Chambre constitutionnelle. Alors, quelques autres caractéristiques pour finir. Donc, ces décisions sont prises à la majorité simple, sauf exception. Toutefois, afin de limiter les abus de pouvoir sur les minorités, parce qu'on pourrait avoir ce genre de choses qui arrivent, un veto peut être émis par 10% des représentants. C'est le cas par exemple de l'insincérité dont je parlais tout à l'heure. Et pour surpasser un veto, une majorité qualifiée des 2/3 est nécessaire. Bon, il ne faut pas non plus que le veto soit trop facile à utiliser, donc il faut quand même 10% des représentants, mais ça permet de garantir aussi que toutes les décisions qui sont prises ne le sont pas à l'encontre d'une minorité particulière. C'est un mécanisme qui peut paraître un peu bizarre, mais qui a son importance malgré tout. Les administrations constitutionnelles sont dirigées par des administrateurs, c'est-à-dire ce sont des fonctionnaires qui vont administrer les administrations constitutionnelles. Donc pas des ministres ou des gens comme ça, mais des fonctionnaires, des administrateurs. Donc pas des élus. Et ils sont nommés par la Chambre constitutionnelle et sans limite de durée. Alors, en résumé, pour finir, la Chambre constitutionnelle, c'est une nouvelle chambre qui se substitue au Sénat, mais avec un rôle complètement différent, puisque c'est un rôle de contrôle, et elle assure tous les contrôles, tous les contrôles et tous les intérêts de long terme sont échois à la Chambre constitutionnelle. Elle dispose d'une administration séparée, afin de pouvoir avoir les moyens de mettre en œuvre les décisions qu'elle prend. Elle émet des avis, elle est pour moitié élue, pour moitié tirée au sort, et elle est en charge de tous les processus électoraux, dont le RIC et le RI. Voilà pour la Chambre constitutionnelle. Bon, je vous invite à poser vos questions sur le site, etc., vos suggestions, vos remarques, etc., évidemment. L'idée est évidemment d'enrichir ça et de consolider cette proposition pour en faire quelque chose de très solide et qui permette vraiment de changer le fonctionnement de nos institutions. La prochaine fois, c'est à définir. Bon, j'ai toujours ce vieux sujet de l'explication d'une nouvelle spiritualité. Ou bien présentation d'une autre chambre, une autre nouvelle chambre, la chambre des forces productives. Ou bien pourquoi nous sommes à un tournant historique. Bon.
Actuellement, c'est vrai que je travaille beaucoup sur présenter pourquoi la 6ème République et quel contenu pour la 6ème République, parce que c'est vrai qu'avec l'émergence dont je parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup de travail en parallèle, et donc bon, je traite des sujets que je connais bien et qui ne me demandent pas trop de travail. Les sujets sur l'implication de nouvelles spiritualités ou pourquoi un tournant historique me demanderait un peu plus de préparation, malheureusement, j'ai pas trop le temps en ce moment de m'y consacrer. Donc voilà, mais bon, c'est des choses aussi où on rentre dans les détails, où on rentre dans le contenu de ce que serait une 6ème République, et je pense que c'est intéressant et que c'est des choses qui peuvent intéresser fortement nos citoyens. Voilà, donc on verra pour la semaine prochaine. Reprenons espoir, vous voyez qu'il y a de quoi, hein. on a des choses à faire, on peut améliorer réellement les choses. Chronique des barbaries vendredi prochain. Alors, c'est pas certain qu'il y aura une chronique des barbaries vendredi prochain, puisque j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, et j'aurai peut-être pas le temps de faire l'émission. Donc, suivez sur le site, sur la page Facebook, pour voir s'il y aura l'annonce ou pas de la chronique, hein. Ça interviendra vendredi, je pense. Donc il est possible qu'il n'y ait pas de séance vendredi prochain. Il y aura séance vendredi d'après et mercredi prochain pour les mercredis de l'espoir de toute façon. Reprenons espoir, quoi qu'il en soit, de toute façon. Et puis voilà, et puis je vous souhaite donc une bonne soirée. J'espère que vous porterez bien et que on se retrouvera peut-être la semaine vendredi. C'est assez peu probable malgré tout. Et de toute façon, la semaine prochaine, mercredi prochain. Merci de tous vos retours et de tous vos commentaires. Allez, à bientôt. Au revoir. Souverain